Mesdames, Messieurs, après cet enthousiasme manifesté à l'instant, je vais faire baisser un petit peu la pression et malheureusement, je n'ai pas tellement de raison, a priori, d'enthousiasme à vous livrer. Vous pourrez penser que les projets actuels concernant la justice du XXIe siècle seraient de nature à nous orienter en confiance vers l'avenir. Or, lorsque l'on voit l'inanité de ce qui a été proposé dans cette justice du XXIe siècle, dont j'ai noté que l'essentiel, ça serait de créer des guichets uniques de greffe, on peut quand même rester sur sa faim. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, en faisant d'ailleurs la synthèse de ce qui a été dit ce matin. Alors, la justice, aujourd'hui, nous met d'abord en contact, et ça a été dit à plusieurs reprises, avec le politique. Pourquoi le politique attache-t-il si peu d'importance à la justice? Je ne pense pas que ce soit par mégarde. C'est assez ancien pour qu'il y ait sans doute, sans nul doute, une volonté délibérée du pouvoir politique de laisser la justice dans ses difficultés et sa médiocrité. Cela part, me semble-t-il, d'abord des questions historiques qui ont été évoquées ce matin, mais d'une méconnaissance profonde du politique, de l'institution judiciaire, et une vision d'homme d'État devrait conduire à considérer que la justice aujourd'hui fait partie de l'État de droit et est au cœur même de l'institution, car à travers la justice, ce qui est derrière, c'est la défense du droit dans une société libre. Par conséquent, je crains malheureusement que la formation de nos élites, notamment à travers qui privilégie l'administration, ne laisse de côté cet aspect et que nous soyons condamnés à constater en effet le délaissement de la justice par le politique, dans une dépendance qui n'est certainement pas politique au sens où il y aurait une volonté du politique de faire peser sa volonté sur les décisions des juges. Mais la dépendance la plus claire, c'est une dépendance budgétaire et qui va plonger la justice dans un sous-développement permanent. Vous avez parlé de l'augmentation du budget de la justice, légère augmentation. Mais en réalité, le budget des services judiciaires n'augmente pas, car tout se fait au détriment des services judiciaires par l'augmentation réelle du budget qui va vers la pénitentiaire. Je considère qu'il serait sain que la pénitentiaire retourne au ministère de l'Intérieur. Il y a des tas de pays extrêmement démocratiques près de nous, comme l'Allemagne, où finalement la pénitentiaire ne dépend pas de la justice. Mais au moins on aurait une clarté dans les choix budgétaires. Il faut éviter que l'on puisse nous dire que le budget de la justice augmente et que sur le terrain, dans les juridictions, on voit les moyens diminuer, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas de nature à enthousiasmer les magistrats. Donc, en réalité, cette crise budgétaire qui se double aujourd'hui d'une crise financière de l'État est, à mon sens, une chance pour la justice. Nous savons que les efforts budgétaires seront nécessairement limités et à partir de là, on va enfin se poser la question de savoir quelle est la meilleure organisation de la justice pour que les moyens, les faibles moyens dont nous disposons puissent être utilisés de la façon la plus efficace. Je pense qu'il faut, à travers cette crise, sortir du dilemme qui a consisté, de façon assez simpliste, hélas, à dire il faut doubler le nombre des magistrats, il faudrait davantage de greffiers. C'est exactement le syndrome de l'éducation nationale qui font que plus ça va mal, plus on demande des moyens et on continue dans les errements qui empêchent réellement de prendre une autre direction. Donc faisons en sorte, comme quoi on peut espérer, que cette crise financière et budgétaire soit le moyen pour nous de mieux réfléchir à ce que doit être la justice de demain. J'y viendrai dans un instant. Je constate que la justice a un autre rapport avec un autre pouvoir, qui n'est d'ailleurs pas représenté dans cette salle. C'est le pouvoir médiatique.
il faudrait se poser la question, mais ça, c'est à vous de le faire, pourquoi n'y a-t-il pas de journalistes dans cette salle? Eh bien, il n'y a pas de journalistes dans cette salle parce que la justice, de même qu'elle est méprisée souvent par le politique, est instrumentalisée par le pouvoir médiatique qui ne connaît que la pensée unique. Elle ne connaît que la pensée unique, et donc, dès lors que l'on dit quelque chose qui ne rentre pas dans cette pensée unique, qui pourrait être résumé d'ailleurs, Madame, vous le disiez, vous citiez tout à l'heure M. Garapon, vous auriez dû dire M. Salas, ça fait 30, 40 ans qu'ils sont là, et tous ceux qui ne pensent pas comme ça n'existent pas. Je suis ici, et donc je ne résiste pas au plaisir de vous dire que, ayant été 7 ans président du tribunal de Paris et 3 ans comme premier président, et je ne pense pas par les faits de réseau, eh bien, je n'ai jamais été invité une seule fois à l'école de la magistrature où M. Salas et Garapon vont certainement de façon hebdomadaire. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a une chape de plomb sur cette institution. Tous ceux qui ne pensent pas bien, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme une certaine pensée judiciaire dominante, n'existent pas. Et je ne suis donc pas étonné que votre congrès aujourd'hui n'existe pas médiatiquement, puisque de toute façon, ce que vous avez à dire ne les intéresse pas dès lors que c'est une pensée qui n'est pas orthodoxe. Donc, je pense qu'il faudra, en effet, un des problèmes essentiels de l'institution, c'est là de se faire connaître. Et de se faire connaître, vous avez montré la complexité de l'institution, qui rentre d'ailleurs dans les sondages que vous avez développés ce matin. L'institution judiciaire est silencieuse, elle est muette, elle doit avoir un sens de la pédagogie, de l'information, se faire connaître, expliquer comment elle fonctionne. Il y a auprès des juridictions allemandes, mais également des juridictions européennes, des chargés de communication. Une décision est toujours complexe et on n'a pas à rechercher qu'elle soit compréhensible par tout le monde. Mais en revanche, ce que l'on peut faire, c'est que tous les citoyens puissent comprendre ce qu'elle a voulu dire par des professionnels de l'information auprès des juridictions. Et tant que l'on n'aura pas cette capacité de l'institution à faire connaître comment elle fonctionne, et donc à se mettre dans une position d'être critiqué, car cela est tout à fait normal en démocratie, on aura toujours cette défiance vis-à-vis de quelque chose que l'on ne comprend pas. Et comme nous sommes dans une société de défiance où tout est sujet à interrogation, nous aurons une spirale de défiance qui s'installera. Donc la justice doit être capable de communiquer. Et si elle communiquait, on éviterait tout ce qui se passe aujourd'hui à travers notamment les connivences entre certains éléments de l'appareil judiciaire et la presse. Il vaut mieux que la communication se fasse officiellement que de façon officieuse avec tous les deals qui sont derrière. Nous devrions également être sensibles à ce qui mine la démocratie dans tous les domaines, qui est en effet le pouvoir médiatique, indispensable dans une société libre, mais qui ne peut pas être le seul pouvoir qui ne répond pas de ses actes. Nous parlons de la responsabilité des juges, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de responsabilité du journaliste, même si cela doit être canalisé de façon extrêmement stricte pour respecter bien sûr la liberté de la presse. Nous avons vu un certain nombre de dérapages incroyables. On parlait tout à l'heure de l'affaire d'Outreau. Il y a eu l'affaire Baudis. Il y a eu l'affaire de la Vologne. Tout cela a agité les médias pendant quelque temps, alors qu'ils en étaient d'ailleurs les principaux responsables, devant des juges seuls qui ne pouvaient pas répondre, qui ne pouvaient pas communiquer et qui ont été broyés par cette machine. Et en réalité, le bouc émissaire, ça a été le juge ou l'institution judiciaire sur des choses qui étaient en grande partie fabriquées médiatiquement. Ensuite, maintenant, j'arrive au cœur du sujet, la justice, mais qui est dépendante de ce politique et de ce journaliste. Nous avons des structures inadaptées. Il faudra, là aussi, quand même bien voir qu'aujourd'hui, nous sommes devant une institution qui reste très désuète. Les réformes courageuses de Mme Dati ont abouti à très peu de modifications.
Il fallait en réalité des juridictions régionales et des juridictions départementales. On a continué devant, naturellement, les difficultés devant la réforme, et que nous connaissons toujours en France. Le politique a été obligé de faire profil bas. Nous continuons donc à avoir la carte judiciaire officielle, puis qu'on détricote progressivement en vidant un certain nombre de juridictions de leur substance au profit de regroupements qui auraient dû être ceux qui auraient dû être consacrés par les textes. Donc on est obligé de se payer, si vous voulez, deux cartes judiciaires, la carte judiciaire officielle et la carte judiciaire officieuse, qui fait ce que le législateur n'a pas eu le courage de faire. Il y a un problème essentiel ensuite concernant le juge. Le juge doit être au cœur de la confiance que les citoyens donnent dans l'institution. Or, il y a un premier problème, c'est le problème syndical. Le syndicalisme, bien sûr, tel que reconnu par le Conseil constitutionnel, mais un syndicalisme compatible avec l'indépendance et la neutralité du juge, qui fait qu'en aucun cas, un syndicaliste peut faire de la politique, peut avoir des jugements politiques, sauf à se déconsidérer et à mettre en danger le procès équitable qui repose sur un juge indépendant et impartial. On a vu des juges critiquer les assureurs, critiquer les banquiers, mais à ce moment, ces juges se déconsidèrent et se disqualifient pour pouvoir juger leurs concitoyens puisqu'ils sont dans un combat politique. On parlait d'ailleurs de responsabilité. Ce matin, j'ai vu dans mes fonctions des magistrats violer la règle de séparation des pouvoirs en critiquant directement le législateur, qualifiant certaines lois de liberticides, alors qu'elles étaient en discussion ici même. J'ai vu des magistrats critiquant des présidents de la République considérés comme étant des dictateurs, eh bien, sans qu'il y ait la moindre sanction disciplinaire. J'ai même vu des magistrats distribuer à l'audience des tracts condamnant notamment certains projets de loi. Donc on m'expliquera ce qu'on peut faire de pire en matière de violation de la réserve. Par conséquent, je pense que préserver la magistrature, c'est préserver le rôle du juge, qui n'est pas un fonctionnaire. J'ai entendu ce matin de la part de la magistrate qui était ici, elle a dit « nous, fonctionnaires ». Les magistrats ne sont pas des fonctionnaires. Ils ont un statut spécifique et ils ne doivent pas rentrer dans la logique de fonctionnaires, notamment dans la lutte que peuvent avoir des fonctionnaires dans la défense de leurs intérêts. Les magistrats représentent un pouvoir, j'espère d'ailleurs qu'il faudrait qu'ils se battent pour qu'ils soient reconnus comme tels, mais on ne peut prétendre être un pouvoir que si on en a les charges, et donc si on refuse d'être à la fois le fonctionnaire quand ça arrange, le magistrat quand c'est profitable. Donc la ligne de crête à défendre en l'espèce, c'est quand même un syndicalisme compatible, strictement compatible avec le rôle du juge, qui est celui de l'impartialité et de l'indépendance. Là, c'est un problème énorme que nous avons devant nous, car la crédibilité de l'institution est gravement atteinte, me semble-t-il, par ce qui se passe aujourd'hui. La question aussi très importante est celle de l'office du juge, car le juge est devenu la bonne à tout faire. Ce n'est pas étonnant dès lors qu'on dise qu'ils ne sont pas assez. Si le juge s'occupe des photocopieuses, des rendez-vous avec l'expert, etc., il est évident qu'on n'en aura jamais assez. En réalité, il faudrait recentrer le juge sur ce qui est sa mission, c'est-à-dire trancher des litiges. Tout ce qui est l'aspect purement social de la justice n'est pas quelque chose que je considère comme négligeable. Je préfère prendre les devants. Mais c'est un problème qui doit être traité par ceux qui ont la compétence pour la faire. Et donc l'institution judiciaire, me semble-t-il, n'a pas à s'arroger telle ou telle intervention dans des domaines qu'elle connaît mal, qu'elle fera mal, et qui brouillent en plus les cartes dans le rôle du juge.
Je pose la question, mais vous voyez que le débat est vaste, mais je suis bien obligé de le balayer. Personnellement, je pense qu'il faudrait se poser la question du juge de l'application des peines, qui n'existe pas partout. Certaines des fonctions qu'il exerce aujourd'hui devraient être remises à des services sociaux, mais aujourd'hui, il m'apparaît que tout cela devient extrêmement compliqué, incohérent, inefficace, et par conséquent, l'application des peines, mais comme d'autres fonctions, devrait intervenir uniquement sur le fait de trancher des litiges, le reste étant remis à des services adaptés. Recrutement, enfin. Bien sûr, l'École nationale de la magistrature est un modèle à conserver, mais à conserver si on l'adapte. Je pense que la vertu républicaine du concours est une bonne chose, à condition que, parallèlement, l'accès à ce concours soit réservé à des personnes qui ont déjà un certain cursus professionnel. Il est évident que si on faisait cela, le barreau serait privilégié, mais tout cela n'aurait d'intérêt que si, naturellement, il y avait non pas 2 fois plus de magistrats, mais plutôt 2-3 fois moins, mais des magistrats travaillant en équipe, ayant des moyens, n'étant pas là avec des fax, mais travaillant de façon moderne, dans des conditions modernes, avec des équipes, car je pense que le juge solitaire est dépassé, avec des fonctions clarifiées. Je suis de ceux qui considèrent que le procès dont vous parlez, sans tomber dans les travers américains qui me paraissent peu adaptés, si vous voulez, à notre culture, doit être renforcé dans le cadre d'un procès contradictoire. Mais c'est vrai que la compréhension de ces juges serait facilitée s'ils avaient déjà eu des connaissances comme avocats, dans le domaine de la banque, mais évidemment, faudrait-il qu'ils puissent être recrutés à un niveau élevé et par conséquent qu'ils soient beaucoup moins nombreux. Et la question de la spécialisation me paraît tout à fait fondamentale. Dans des tas de domaines aujourd'hui, le juge crédible est celui et indépendant, et moins celui qui a un statut de protection que celui qui a une compétence technique. Car plus on a une connaissance technique, et moins le subjectivisme peut jouer. Donc la magistrature remise sur ses rails avec un concours, mais intervenant au bout d'une dizaine d'années, avec des spécialisations et des filières en son sein, devrait être le moyen privilégié. Il est aberrant aujourd'hui de voir, pour des raisons statutaires, des gens qui se plaisent dans les fonctions de juge des enfants et qui, demain, vont s'occuper de contrats, ce qui ne les intéresse pas du tout et pour lequel ils n'ont pas la culture voulue. Ou inversement, parce qu'il y a à un moment donné tel ou tel poste qui se libère et qu'il faut bien pourvoir. Donc la logique judiciaire est une logique qui est contraire à tout bon sens de management. Et par conséquent, il faudrait là aussi, peut-être, avec la séparation du grade et de la fonction, de juges beaucoup moins nombreux, permettre d'avoir des filières. Lorsqu'un juge se trouve en matière de brevets, d'invention, face à des avocats qui ne font que ça, il est quand même important d'avoir un juge qui n'a pas comme seule connaissance la dernière parution du précis Dalloz. Donc on est dans quelque chose qui, pour rassurer, doit être en effet spécialisé. Pour autant, il faut éviter la tentation technocratique. C'est le problème, justement, dont je parlais de la carte judiciaire. Vous disiez, madame, vous faisiez cette expérience très intéressante de maisons qui regroupaient un certain nombre d'intervenants. Il y en avait une excellente en France, qui était en train de démarrer. C'était les maisons de justice et du droit. J'en ai fait fonctionner 3 à Paris. Eh bien, finalement, elles étaient obligées de fermer parce qu'il y avait trop de monde. Et comme il y avait de moins en moins de moyens, alors qu'elle n'avait déjà pas la possibilité d'accueillir les gens, on a diminué les greffiers qui y allaient, et donc on ne les a plus ouvertes qu'une demi-journée, au lieu d'une journée entière. Donc des expériences comme celle-là, qui traduisent l'efficacité de la proximité de la justice avec le citoyen, comme lieu où l'on peut en effet envisager des choses qui ne sont pas dans des domaines spécifiques, spécialisés, comme je le parlais, sont tout à fait excellentes.
Et je voudrais terminer là-dessus en disant qu'également, toutes les expériences qui permettent à des personnes, à des citoyens de participer à la justice, se sont révélées toujours excellentes. Et je constate d'ailleurs que l'on devait avoir des citoyens dans les juridictions correctionnelles. Alors peut-être qu'on avait mis, c'était une usine à gaz, on pouvait simplifier les choses, mais la participation de citoyens à des juridictions correctionnelles me semblait une excellente chose. On y a mis un terme. Donc la justice ne doit pas être dans une défiance vis-à-vis des citoyens, elle doit au contraire être un instrument qui a leur confiance, et elle doit être un instrument qui les intègre le plus possible. Donc voilà un petit peu des raisons qui, si nous avons, comment dirais-je, le courage de dénoncer un certain nombre de choses et la volonté progressivement de mettre sur pied un nouveau système, nous permettrait enfin de sortir du Moyen Âge. Je vous remercie.